Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Nicolas Bavrez, essayiste et éditorialiste, et Éric Heyer, directeur à l'OFCE. Une semaine mouvementée, vous le savez, pour Theresa May. 5 de ses ministres ont démissionné après sa présentation de l'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne. Au Parlement, les discussions étaient houleuses. Pas sûr que la Première ministre obtienne la majorité en décembre. Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, s'est quant à lui félicité des 585 pages d'accord dévoilées mercredi dernier. Quelques réactions, on en débat ensuite. Nous pouvons choisir de partir sans accord. Nous pouvons risquer de ne pas avoir de Brexit du tout. Ou nous pouvons faire le choix de nous unir et de soutenir le meilleur accord qui puisse être négocié. Cet accord représente une étape déterminante pour conclure ces négociations. Elle est aussi l'aboutissement d'une méthode, celle d'une négociation menée dans la transparence depuis le début et dans le respect de nos mandats respectifs. Pascal Joannin, donc il revient sur la méthode. Michel Barnier, 585 pages d'accord. Finalement, on fait sortir le Royaume-Uni tout en le maintenant dans l'union douanière pendant une période encore indéfinie. Il y a un pied dehors, un pied dedans. Il y avait un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, ça va être un pied dehors, un pied dedans. Alors, Michel Barnier, il a toujours eu une position claire dans le mandat de négociation qui lui était donné. Il y avait 3 points sur lesquels cet accord de retrait, puisqu'on parle bien de l'accord de retrait qui doit avoir lieu le 29 mars. Il y avait les citoyens, il y avait ce que devait payer le Royaume-Uni jusqu'à 2020, et puis la question irlandaise. Ce point-là, il n'a jamais été varié. C'est la position de Theresa May qui, compte tenu des difficultés qu'elle a à l'intérieur de son parti, c'est un problème à l'intérieur de son parti conservateur et de la majorité, puisque quand elle a fait les élections l'année dernière, elle ne les a pas gagnées. Elle est tributaire, en effet, du petit parti unioniste nord-irlandais, où il y a en effet des différences. 10 personnes, me semble-t-il. C'est ça, 10 députés qui font sa majorité. Elle a que 13 voix de majorité au Parlement. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui, là, dans les images que l'on voit. Donc, elle a tergiversé pour essayer de trouver un accord le mieux possible. Et en effet, quand on a imaginé le Brexit, personne n'avait imaginé que la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande allait être une frontière, puisque c'était la seule frontière terrestre qu'il y avait entre 2 pays, un qui serait en effet hors de l'Union et un qui serait dans l'Union. Et donc ils ont tous découvert, alors que nous on l'avait dit dès le départ. Et donc Madame, elle n'a pas accepté. Puis finalement, elle se range à une chose qu'elle n'avait peut-être pas voulu au départ, mais qui est le seul qui est possible. Le fameux backstop. Le backstop. Et donc en effet que le Royaume-Uni reste dans l'Union douanière pendant en effet la période de transition qui va jusqu'au 31 décembre 2020. Et ça, en effet, elle va avoir peut-être du mal à le faire passer, tant pour les fervents partisans du Brexit qui veulent sortir le 30 mars à 2h du matin, et puis ceux de son parti qui étaient de fervents aussi supporters de l'Union et qui disent non, tant qu'à faire, plutôt que de rester dans l'Union douanière, on veut rester dans l'Union européenne. Et donc, en effet, elle a eu une journée très difficile hier. Il y a eu 7 démissions. Mais surtout, 7 aujourd'hui, mais surtout, elle doit faire avaliser ce projet d'accord par le Parlement. Et alors là, on se rend compte que la majorité est carrément introuvable, sauf à ce que quelques travaillistes lui fassent ce cadeau, et je ne suis pas sûre qu'ils veuillent le faire aujourd'hui. Au mois de décembre, Nicolas Bavrez, qu'on saura si ça passe ou pas au Parlement britannique. Finalement, quelles sont les chances que ça ne passe pas ? Alors, d'abord, ce qui a été dit, c'est que cet accord, il est important parce que ça acte l'absurdité et l'impasse complète du Brexit. Parce que, de fait, à cause de la question nord-irlandaise, mais aussi à cause des problèmes pour la vie quotidienne des Britanniques, la seule solution, c'est de rester dans l'union douanière. Et cette solution, c'est vrai qu'elle s'expose au feu des 2 côtés, parce que ça n'est plus le Brexit, et ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, les partisans du fait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne ont raison de dire que c'est une situation ahurissante où, sous prétexte soi-disant de restaurer la souveraineté du Parlement britannique, les Britanniques vont devoir payer, appliquer toutes les règles européennes sans plus avoir voix au chapitre. Exactement. Donc, c'est une absurdité complète et maintenant, c'est acté. Donc, c'est le seul accord raisonnable possible, et le seul accord raisonnable possible démontre l'absurdité du Brexit. À partir de là, pour répondre à votre question, de même qu'il y a eu 7 démissions, ce qui est sans précédent dans la vie politique britannique, donc le gouvernement est décimé, il n'y a pas de majorité possible.
n'y a pas de majorité possible. Pourquoi ? Parce que le Parti conservateur est complètement divisé. Les unionistes irlandais sont contre. Et au sein du Labour, il y aura une minorité pour voter, mais Jeremy Corbyn veut des élections anticipées. Et donc le Labour fait campagne absolument pour que cet accord ne soit pas approuvé. Donc il y a 2 leçons par ailleurs qui sont claires. Première leçon, les démagogues ruinent les peuples et compromettent y compris la cohésion, l'unité nationale, puisque les Écossais ont tout de suite demandé à bénéficier du même statut que les Irlandais du Nord. Et la deuxième leçon, c'est quand même que l'Union européenne, quand elle a une stratégie, quand elle est unie et quand elle a la bonne personne au bon endroit, délivre des résultats qui sont positifs. Et il faut saluer, en l'occurrence, le travail de Michel Barnier. Éric Heyer, pas d'accord, dit Christine Lagarde, ça veut dire 6 points de PIB de moins au Royaume-Uni, c'est pas énorme. Non, ça peut être 10, 12. Très sincèrement, celui qui est capable de le dire avec précision aujourd'hui, alors on peut essayer de voir certains effets, effectivement. On reviendrait... C'est une sacrée récession, là, dont on parle. C'est 6 points de PIB à moyen long terme, c'est à peu près à 10 ans. Donc, vous voyez, 6 points divisé par 10, ça fait 0,6 en moins chaque année. C'est pas forcément une récession. Il y a le NIESR, qui est un centre de recherche britannique à Londres, qui le fait à très court terme et dit globalement, le hard Brexit, ça fait 1,6 point de croissance dès l'année prochaine, dès 2019, et 1,3 encore en moins en 2020. Et puisque leur prévision de croissance, c'était à peu près 1,5 pour les 2 années, ça vous fait 0 ou un petit 0 négatif les 2 années. Voilà, donc ça vous fait une petite récession. Le problème, il n'est pas là, c'est que globalement, c'est ce chiffrage. Et donc globalement, il vaut tout de même mieux un accord que pas d'accord. Si on parle d'un point de vue économique. Par ailleurs, alors, ça c'est évident. Et puis par ailleurs, s'il y a un hard Brexit, certes, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe économique. Enfin, en tout cas, c'est une franche manque de croissance au Royaume-Uni, mais aussi en Europe. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, vous voyez, si le Royaume-Uni fait 0 de croissance et si on commence à mettre des barrières douanières un peu partout. Les Européens vont en payer le prix. Les Européens vont en payer aussi. Alors, ça ne sera pas pareil, ça sera aux alentours d'un demi-point. Mais encore une fois, aujourd'hui, on sait que ça ne sera pas bon. On ne peut pas dire avec précision la catastrophe en termes de croissance économique. Pascal Joannin, on est obligé de faire du « et si ». Donc, et si, effectivement, ce fameux plan n'est pas accepté au Parlement britannique en décembre. D'abord, quelles sont les options pour les Européens ? Est-ce qu'il y a un plan B ? Parce que là, on parle de 585 pages. Le no deal, tout le monde s'y prépare. L'Allemagne, la France, tous les pays. Pas d'accord. Donc. Oui, s'il n'y a pas d'accord, puisque Mme May dit le seul accord qui est là, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Donc elle dit ce sera ou no deal ou no Brexit. Dans no Brexit, c'est le chiffon rouge. Donc si en effet il n'y a pas d'accord parce que le Parlement britannique ne le ratifie pas, eh bien on ira au no deal. Et le no deal, c'est l'inconnu puisque... ça veut dire pas d'accord fin décembre de cette année si en décembre le Parlement britannique ne vote pas pour l'accord. Non, s'il n'y a pas de majorité en décembre, sauf à faire des élections pour trouver une autre majorité, il n'y aura pas de majorité puisque les faits sont figés. Alors dans le et si en effet le Parlement ne ratifie pas, il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui se disent finalement il faudrait peut-être faire revoter les Britanniques dans une dernière ligne droite, c'est-à-dire en début d'année, un deuxième référendum pour dire écoutez, on n'y arrive pas et on vous redonne la parole. Est-ce que cette fois-ci vous voulez continuer à sortir ou est-ce que vous voulez rester? Les sondages donnent aujourd'hui une majorité pour le Women. Il y a des conservateurs qui sont pour on reste le Women. Il y a des conservateurs comme l'ancien Premier ministre John Major. Il y a Dominic Grieve qui est le chef un petit peu des partisans du maintien dans l'Union européenne qui sont pour ce deuxième référendum. Et bien entendu, il y a aussi Gordon Brown et Tony Blair dans le côté... tous les anciens, on va dire. Les modérés du Parti travailliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu Mme May tout à l'heure. C'est la première fois qu'elle explique, qu'elle dit publiquement qu'il pourrait y avoir un no Brexit. D'ailleurs, vous avez entendu les réactions extrêmement impressionnantes autour. Jusqu'à présent, elle l'avait toujours exclu. Elle avait dit que quoi qu'il arrive, ce serait le Brexit. Et elle a toujours expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveau référendum. C'est votre lecture, ça, qu'elle pense que... Si vous voulez, c'est pas seulement la mienne. Quand j'entends les réactions de la Chambre, je me dis que les députés britanniques, qui sont meilleurs experts que moi sur ce que ça signifie, ont compris que c'était quelque chose, une ouverture qui soit pour ou qui soit contre. Mais ça, c'est une ouverture importante parce que techniquement... Donc ça voudrait dire un nouveau référendum éventuellement. Si elle est renversée, de toute façon, il n'y a pas le temps pour
s'il y a un nouveau Premier ministre, quel qu'il soit, il n'y a pas de temps pour négocier un nouvel accord. Donc là, c'est compliqué. Oui, mais alors les nouvelles élections en Grande-Bretagne. D'ici le 29 mars, le Brexit, c'est le 29 mars, hein, l'article 50. Donc un référendum d'ici le 29 mars, c'est quand même difficile. D'ici le 29 mars, ça serait un peu difficile. Mais vous savez, dans le problème que l'on a dans les SI, rien ne doit être exclu à ce stade. Mais en même temps, les travaillistes, Pascal Joannin, pardonnez-moi, mais les travaillistes, pour l'instant, n'ont pas de position claire. Ils sont aussi divisés. Ils sont un peu divisés. Ils ont une position claire. Ils veulent renverser Theresa May, espérant qu'il y aura des élections qui leur donneront la majorité. Oui, mais derrière, sur le Remain ou Brexit, ils ne sont pas clairs. Non, parce que Corbyn, qui est le leader du populisme, des travaillistes, est anti-européen. Corbyn est anti-européen. Oui, mais ils ont pris pour justement fédérer tout ça, ils ont pris une position de principe qui était en faveur d'un nouveau référendum, ce qui permettait de masquer les positions divergentes. Mais il va de soi que Corbyn vient d'écrire à tous les militants du Labour pour leur dire de préparer les élections générales. Et donc son objectif, c'est clairement d'obtenir, si possible, avec l'aide des conservateurs, s'ils renversent Madame May, le plus vite possible des élections générales, avec l'idée que la dynamique, enfin le désordre est tel chez les conservateurs, et par ailleurs, aujourd'hui, le trouble des Britanniques est tel que ça lui ouvre un boulevard, et c'est un pari qui est sans doute politiquement vrai si ça se passe comme ça. Un vrai pari politique, risqué d'un point de vue économique tout de même, Éric Heyer, parce qu'on reste dans le chaos là. Il y a toujours pas de chaos. En fait, on a l'impression que le soft Brexit, ça n'existe pas. En fait, c'est soit hard Brexit, soit no Brexit. Donc c'est quand même un peu différent. Donc du coup, il va falloir choisir maintenant entre est-ce qu'on y va dans le hard, et bon, globalement, ça vous fait à peu près une petite récession annoncée pendant quelques années au Royaume-Uni, ou est-ce qu'on va vers le no Brexit? Et là, moi, il me semble, mais je suis pas non plus un fin connaisseur, c'est que s'il y a des élections, alors la Commission, l'Europe peut décaler le moment du 29 mars et dire on laisse du temps encore. Et donc le 29 mars n'est pas une date, c'est une date qui a été choisie par l'Europe et donc elle peut toujours être décalée. Par les Britanniques. C'est Theresa May qui a... On n'a plus le temps, Pascal Joannin. C'est Theresa May qui a activé l'article 50 le 29 mars. Oui. Voilà. Mais en effet, les circonstances exceptionnelles peuvent amener l'Europe à revoir le calendrier. En tout cas, on voit peut revoir le calendrier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.